Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mardi 3 mai. Le titre du jour est « Le dollar au centre des attentions ». En effet, le dollar est fortement baissier ces dernières séances. Nous avons vu l'USD-Yen inscrire de nouveaux plus bas annuels. La baisse du dollar a engendré une hausse de l'euro-dollar, a engendré une hausse de l'or. Nous allons voir cela. Et le dollar est au centre des attentions car il perturbe également les indices européens. Vous avez pu noter que les indices américains tenaient particulièrement bien leur support, alors que du côté du CAC et du DAX, les indices européens flanchent et cassent des supports ce matin. Et la principale raison, c'est le dollar qui déstabilise les marchés. Bienvenue à tous pour cette matinale. On va pouvoir commencer. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je vous invite comme d'habitude à utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre et ceux qui regardent l'enregistrement sur YouTube. Comme tous les matins, nous allons voir ensemble les actualités marché, macro et actions. On parlera des statistiques passées et à venir. Puis on passera sur la plateforme de CMC Markets pour regarder les graphiques et je répondrai bien entendu à vos questions. Alors, en termes d'actualité, c'est la 7e séance consécutive de hausse pour l'euro qui dépasse la borne des 1,15, résistance de moyen terme. On est donc dans une zone de prix majeure et c'est ce qui déstabilise les indices européens. L'or touche les 1300 $ pour la première fois depuis janvier 2015. L'or est très recherché depuis le début de l'année 2016. L'or profite d'une part de son statut de refuge, de diversification. L'or profite de la baisse du dollar américain. Et l'or profite également du fait que de nombreuses obligations sont en territoire négatif. Il devient donc intéressant pour certains gérants d'acheter de l'or, même si le rendement de cet actif est de 0. Eh bien, c'est mieux qu'un rendement négatif sur de l'obligataire. Nouveau plus haut de 18 mois pour le yen, qui reste incontrôlé par la Banque du Japon. Nous allons le voir également, le ministre des Finances japonais s'inquiète justement de cette hausse du yen. Et puis le CAC 40, on en parlait il y a quelques instants, il met en danger les 4400 points. Malgré la bonne tenue des indices américains, le CAC 40 est tiré par le bas par ce fameux effet euro-dollar. En termes d'actualité macroéconomique, ce qui pèse également sur les indices ce matin, c'est la publication de l'indice PMI manufacturier Caixin chinois qui est ressorti inférieur aux attentes à 49,4. Le consensus était à 49,8. Cet indice, donc Caixin, est inférieur à 50. Il montre une contraction du secteur manufacturier. Et il vient un petit peu contrer justement la publication dimanche d'un indice manufacturier au-dessus de 50. Nous en discutions justement dans la matinale d'hier. Et donc l'indice Caixin ici nous montre un peu plus la réalité et une contraction donc en Chine, ce qui pèse bien évidemment sur le moral des investisseurs. L'Australie a baissé ses taux par surprise cette nuit de 0,25 points. Le taux passe donc de 2% à 1,75%. Cela a bien évidemment pesé sur la monnaie australienne. Mario Draghi, hier, dans son discours, considère les effets des taux bas comme dangereux et il invite les États européens à des réformes structurelles. Il avait déjà parlé de cela lors de son dernier discours de la BCE. Mario Draghi, en fait, constate que la BCE fait tout ce qu'elle peut, elle fait son plan de quantitative easing, elle a mis les taux en négatif, mais pour qu'il y ait une relance de la croissance, une relance de l'inflation, eh bien, le président de la BCE considère que les États doivent eux aussi faire des réformes.
Et puis donc concernant le yen, le ministre des Finances japonais s'inquiète de mouvements spéculatifs et unidirectionnels. Donc l'USD-yen baisse fortement, étant donné que le yen est très recherché. Cela pénalise les exportateurs japonais, cela pénalise bien évidemment le Nikkei. Alors attention, car les paires en yens ont beaucoup baissé depuis le début de l'année. De nombreux officiels japonais s'inquiètent de ce mouvement. Il ne serait donc pas anormal de voir la BOJ intervenir à tout moment sur le marché et potentiellement faire reculer le yen. Et puis 2016 pourrait être l'année de la plus forte récession au Brésil depuis 25 ans. On attend encore une contraction de 3,9% du PIB brésilien cette année. Côté entreprise, on a l'automobile et les bancaires principalement qui ont publié des résultats. Ferrari a réalisé le meilleur trimestre de son histoire avec des ventes de 675 millions d'euros ce trimestre. BMW manque le consensus sur ses ventes avec des ventes inférieures de 6% à ce qu'attendaient les opérateurs au premier trimestre. BNP a positivement surpris ce matin. La Banque française a publié un résultat net à 1,81 milliard alors que les attentes étaient à 1,26 milliard. Le titre d'ailleurs prenait la tête du CAC 40 ce matin et était avec Solvay une des seules hausses du CAC 40 ce matin. HSBC, toujours dans le secteur bancaire, voit ses revenus baisser, mais son profit supérieur aux attentes. Comme de nombreuses entreprises, en fait, HSBC a vu ses revenus baisser, a travaillé sur ses dépenses, sur ses provisions, et grâce à cela a réussi à son profit d'être supérieur aux attentes. Attention, c'est potentiellement des manipulations comptables pour pouvoir améliorer les résultats et qu'ils soient en ligne, voire supérieurs aux attentes. Il faudra faire attention au trimestre prochain pour voir si on bat toujours le consensus sur les bancaires. Et puis côté parapétrolière, CGG Veritas creuse sa perte au premier trimestre. Sa perte passe de moins 55 à moins 130 millions de dollars par rapport au premier trimestre 2015. CGG Veritas était la plus forte baisse du SBF 120 ce matin. Et puis vous pouvez voir donc en dessous dans le palmarès, on a BNP et Solvay qui étaient les deux hausses du CAC 40 ce matin supérieures à 1%. Les autres titres sont en recul avec notamment donc Sanofi, Arcelor, Renault et Lafarge qui étaient sous pression et qui perdaient autour de 1,5%. Côté statistiques passées, hier, on a eu l'ISM manufacturier américain qui est tombé à 50,8 alors qu'il était attendu à 51,6. C'est encore un mauvais chiffre américain et c'est ce qui pèse notamment sur le dollar américain car plus les chiffres américains sont mauvais, moins la probabilité d'une hausse de taux aux États-Unis est forte et plus les hausses de taux aux États-Unis s'écartent, s'éloignent, et bien plus potentiellement le dollar américain baisse. Et puis cette nuit, on a eu les mises en chantier en Australie qui étaient supérieures aux attentes, bien supérieures même, puisqu'elles sont ressorties positives à plus 3,7% alors que le consensus attendait une contraction de 1,8%. Ce matin, à 10h30, on aura la production industrielle en Angleterre. À 11h, on aura l'indice des prix à la production en zone euro. Cet après-midi, peu de chiffres économiques majeurs. Et dans la nuit, on aura de nouveau des chiffres australiens concernant l'emploi cette fois. On va maintenant passer sur la plateforme de CMC Markets et on va regarder ensemble les graphiques. Comme tous les matins, on va commencer par les indices boursiers. On commence par le SP500, l'indice directeur américain. Je vous ai montré hier donc ce graphique du SP500 avec une figure d'élargissement, une figure ouverte. Alors, il faut savoir que dans ce type de figure, la probabilité qu'on sorte par le bas est relativement élevée.
En attendant, il ne faut pas anticiper forcément cette cassure, car les cours peuvent également continuer d'évoluer au sein de la figure et d'y faire une rotation. On peut très bien passer de la borne basse à la borne haute avant finalement de sortir par le bas de la figure. Donc pas d'anticipation ici. L'effet, rien que l'effet. Pour le moment, les cours du SP500 évoluent à l'intérieur de cette figure et se stabilisent. Ils sont passés de haussier à neutre. On a vu ensemble que seulement si on cassait les plus bas de la semaine passée, eh bien l'indice serait en danger et pourrait potentiellement passer en tendance baissière à court terme. Pour le moment, il est relativement stable et il attend les prochains développements macroéconomiques. En Europe, la situation est un petit peu différente. Étant donné que l'euro-dollar a dépassé la zone des 1,15, eh bien cela pèse grandement sur les actions européennes. On avait vu hier que le DAX avait ouvert sur support dans la zone des 10 050 points sur sa moyenne mobile à 20 jours. Il est reparti à la hausse pour aller chercher les 10 150 points en séance. Malheureusement, avec les chiffres économiques en demi-teinte, les statistiques inférieures aux attentes, l'euro-dollar qui pèse, eh bien les vendeurs gardent la main sur le DAX à court terme et entraînent une chute des cours en direction du fameux gap des 9800-9850. Donc dans un premier temps, on a cassé les 10 200, qui était un support de très court terme. On est allé chercher un support journalier majeur qui était la moyenne mobile à 20 jours. On aurait pu prendre appui sur cette dernière et tenter de relancer la tendance. Ici, le fait qu'on casse cette moyenne mobile n'est pas forcément de bon augure. Dans les séances qui viennent, si les cours se dirigent vers le gap et qu'on a une belle réaction des cours sur cette zone de prix, eh bien on pourrait repartir à la hausse. Si on casse le gap et qu'on part à la baisse, alors là, on aura potentiellement une validation de tendance baissière et un potentiel retournement majeur dans le sens de la dynamique de fond qui est baissière sur le DAX depuis plus d'un an. À très court terme, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 6 séances de baisse sur 8. On a quand même reculé de près de 500 points sur le DAX. On a quand même des indices américains qui tiennent. Donc, on pourrait avoir des réactions des cours. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelque chose de très simple. C'est qu'il faut en fait matérialiser la dynamique baissière de court terme par une oblique baissière. C'est une technique qui vous permet en fait de rester factuel. Tant qu'on est sous cette oblique, une droite de vitesse, on appelle ça en fait. Vous pouvez tracer une droite qui passe par tous les plus hauts des dernières séances et qui bloque les cours, qui bloque l'ascension des cours. Donc si à un moment on arrive à trouver une zone de prix et à y réagir, ce sera une bonne chose. Pour que les acheteurs reprennent la main, il faudra casser cette droite de tendance et donc reprendre des résistances à la hausse. Donc pour le moment, on est dans une consolidation un peu, voire même une correction sur les indices européens. C'est principalement dû donc à l'effet euro-dollar. On s'approche de zones de prix très travaillées. Le lundi 18 avril, on avait ouvert pile poil ici à 9 940 points, c'était il y a 3 semaines. Là, on s'approche de ce seuil-là, donc on pourrait peut-être y réagir. Dans tous les cas, pour parler de reprise en main des acheteurs, il faudra absolument casser cette droite de vitesse qui fait donc blocus pour le moment aux acheteurs. On va regarder le CAC 40. Alors là, de la même manière, j'ai aussi une zone de support en approche. Alors en fait, quand vous voyez le graphique ici que je vous montre sur le CAC 40, il y a une double information. La première information, c'est que nous consolidons depuis à peu près 10 jours et on est passé d'une zone de résistance majeure à une zone de soutien majeur. Vous voyez sur le graphique que nous approchons de la zone des 4360 points qui est la zone de gap que nous avions ouvert le 13 avril dernier. Vous constatez également que j'ai tracé une oblique qui passe par tous les plus bas de février et de début avril et qui passe par les plus bas ici dans la zone des 4360 points.
Donc la première information que j'ai à vous donner quand je regarde le CAC 40, c'est que après 8-10 jours de baisse, le CAC 40 arrive sur un support majeur, la zone des 4360-4380 points. Et c'est donc une zone à partir de laquelle il pourrait potentiellement réagir à la hausse. Si et seulement si on casse cette zone de prix à la baisse, alors par contre, il y aura un retournement de marché validé potentiellement et vraiment une prise en main des acheteurs, des vendeurs. La deuxième information que vous apporte ce graphique, c'est que les cours du CAC 40 évoluent dans un biseau ascendant. La figure ici en orange, c'est un biseau ascendant, c'est deux droites convergentes. Ici, haussière, vous voyez que les cours ont buté sur la borne haute, borne basse, borne haute, borne basse, borne haute. On approche de la borne basse. Donc de la même façon qu'on est venu chercher la borne basse, on pourrait avoir une nouvelle rotation à l'intérieur de cette figure si on arrivait à prendre appui sur cette zone de support pour repartir à la hausse dans le sens de la tendance haussière depuis 3 mois. Par contre, à moyen terme, étant donné que nous sommes dans un biseau ascendant, c'est une figure dont nous avons plus de 80% de chances de sortir par le bas. En fait, le biseau ascendant est ici une figure de continuation potentielle de la dynamique baissière en place depuis 1 an. Vous voyez ici, tendance baissière forte, reprise, tendance baissière forte, reprise, tendance baissière forte, reprise. Eh bien, comme depuis 1 an, si on sort de cette figure par le bas, eh bien, il y aura une reprise en main des vendeurs et une relance potentielle de la dynamique de fond baissière. Donc, information 1, après 8 jours de baisse, on arrive sur la zone pivot clé. On peut y réagir. Information 2, le jour où on cassera cette zone de prix et qu'on sortira par le bas de cette figure en biseau, eh bien, la probabilité d'une reprise de la baisse à moyen terme sera très forte. Voilà donc les 2 informations clés que je voulais vous donner sur les indices ce matin. On va maintenant passer aux actions. Alors, dans les actions en tête des hausses du jour, on a Sopra Group. Sopra Group qui, depuis plusieurs années, est dans une magnifique tendance haussière. Le titre est passé de 36 € à 111 €. Il a pratiquement triplé en l'espace de 3 ans et demi. Et puis on voit le titre ici s'éjecter d'une zone de consolidation et se diriger vers ses plus hauts annuels et historiques. Donc ici c'est un bel exemple de tendance haussière. Plus forte hausse du CAC, c'est BNP grâce aux résultats supérieurs aux attentes, surtout le résultat net qui est sorti donc pratiquement 50% au-dessus du consensus. Vous voyez que le titre BNP est dans une reprise technique ici depuis à peu près 3 semaines. Le titre a touché un support hier, s'est éjecté à la hausse aujourd'hui, a fermé son gap. Pour vraiment que les acheteurs prennent la main, il faudrait casser l'ouverture à 47,50 et se diriger vers la résistance à 48 et enfin la casser, ce qui permettrait au cours de remonter vers les 49,50. Tant qu'on butera sous les 47,50-48, eh bien on peut végéter, voire consolider à plat comme on le fait depuis à peu près 10 jours. Soitec également dans les hausses du jour. La société a publié des résultats avec une perte nette hier. La société lance une augmentation de capital. Malgré tout, le titre ne réagit pas beaucoup. Et puis on retrouve quelques titres, quelques biotech, quelques titres qui évoluent autour de 1%, mais il n'y a vraiment pas beaucoup d'actions il n'y a pas beaucoup de mouvements sur le marché actions ce jour. Dans les baisses, on a AB Science qui consolide sa très forte hausse. On a Areva qui consolide sa hausse des dernières séances. On a Air France qui, au final, échoue sous sa zone résistance majeure des 8,50 €. Morel et Prom qui pâtit de la baisse des cours du pétrole. Depuis 3 séances, les cours sont vendus par les opérateurs. Solocal baisse. Solocal, c'est un titre spéculatif par excellence. Et étant donné que le titre a atteint une résistance majeure et que les indices boursiers sont baissiers pour le moment, eh bien, les vendeurs ont pris la main. Valorec qui a finalisé son augmentation de capital pâtit de la baisse à court terme du pétrole, de la consolidation des cours. Peugeot et Renault pâtissent de publications dans le secteur
automobile. Sanofi est toujours délaissé par les opérateurs, hein. Depuis sa publication de résultats de la semaine dernière, les cours sont vraiment orientés à la baisse. On retrouve aussi des gros titres du CAC comme Air Liquide, comme Natixis, qui sont délaissés. Technip et Total qui pâtissent de la baisse de l'énergie. D'ailleurs, Total, regardez, j'avais tracé ça sur mon graphique, je vous en avais parlé la semaine dernière. La semaine dernière, alors que le CAC 40 était sous résistance et que le pétrole l'était également, Total touchait le seuil des 45 €, belle résistance de moyen terme, et depuis, le titre a reperdu 2 €. On va justement passer sur ces fameuses matières premières. Dans les matières premières, donc bien évidemment, on voit les pétroles, donc les pétroles qui continuent leur consolidation. Je vous ai montré hier, puis j'en avais parlé aussi la semaine dernière, donc ce beau canal haussier sur le pétrole Brent. Vous voyez qu'on a touché la borne haute du canal vendredi. Ici, lundi, on consolide. Encore ce jour, les cours sont sous pression. Tant que les cours du pétrole sont sous pression, eh bien, cela tirera le secteur énergétique à la baisse et puis ça pèsera bien évidemment sur les indices boursiers. Vous pouvez voir que le pétrole pourrait très bien retomber vers 44 voire 42 tout en restant haussier à moyen terme. Donc c'est ça qui est particulier. Certes, le pétrole est haussier à moyen terme, mais à court terme, les vendeurs semblent avoir mis la main sur les cours, tout comme ils l'avaient fait les 2 dernières fois que les cours ont atteint la borne haute du canal que vous voyez ici en bleu sur le graphique. Les cours du gaz naturel redescendent. On va voir si les cours viennent tester cette fameuse zone ici de la figure d'élargissement ouverte détectée sur les cours du gaz. Donc ici, on avait vu la borne haute en résistance. On va voir si les cours réagissent sur la borne basse. Le cuivre recule ce jour. Ça fait plusieurs semaines que le cuivre essaye de s'échapper d'une zone de résistance ici dans la zone des 225 $. Il n'arrive pas à passer. Le cuivre est sous pression ce jour à cause des chiffres d'activité chinois inférieurs aux attentes. Tout comme l'indice chinois depuis le début de l'année, le cuivre tente de se reprendre et de stabiliser suite à une forte chute des cours. On voit néanmoins que la hausse n'est pas très franche et on peut donc en considérer que la reprise chinoise n'est pas vraiment là et que les opérateurs n'y croient pas vraiment. Le cuivre est aussi appelé le baromètre de la Chine, car c'est une des matières premières qui était la plus achetée par la Chine ces dernières années à cause de la forte croissance du pays. Donc si les opérateurs croyaient vraiment à une reprise chinoise, on aurait vu le cuivre se reprendre plus franchement. Le fait que le cuivre n'arrive pas ici à dépasser cette zone depuis 3 semaines montre bien que les opérateurs sont très prudent sur le cas chinois. Concernant les métaux précieux, l'argent a fait un plus haut hier à 18 et consolide. On a vu que la prochaine résistance majeure, c'était les 18,70. Le support majeur, c'est les 16,30. Donc là, on est un peu au milieu de ces deux bornes-là. Ce que peuvent faire les acheteurs, comme les vendeurs d'ailleurs, s'ils attendent un signal, c'est peut-être tracer une oblique ici qui passe par tous les plus bas et qui permet de cadrer la dynamique haussière. Tant qu'on est au-dessus de l'oblique de tendance, on peut continuer de grimper. Si on la casse, on pourrait entamer une consolidation. Et puis l'or, tout le monde en parle parce que l'or a touché les 1300 $. Alors je suis d'accord avec ceux qui disent qu'il y a potentiellement eu un changement de paradigme sur l'or début 2016. C'était d'ailleurs le titre d'une de mes analyses il y a 2 mois. On est d'accord que depuis le début de l'année, l'or profite d'un regain d'intérêt pour les métaux, de la baisse des rendements obligataires, de la baisse du dollar, de la baisse des indices qui sont sous pression. Donc l'or profite de très nombreux facteurs. Donc l'or est haussier, l'or est recherché, ça c'est un constat qu'on a fait à de nombreuses reprises.
Maintenant, le dollar a beaucoup baissé ces dernières séances. L'or s'est bien apprécié depuis une semaine et demie et a gagné 70 $. On arrive sur une zone majeure de prix qui a été travaillée entre 1300 et 1310 en janvier dernier. Donc n'allons pas trop vite en besogne. Les cours sont recherchés, ils sont haussiers, les acheteurs ont la main, certes, mais il faudra absolument dépasser cette zone des 1300-1310 sous peine de consolider sous ce seuil. Les cours de l'or, après de fortes appréciations, ont quand même pour habitude de consolider. Est-ce qu'on va avoir un passage en force ou une consolidation sous cette résistance? Tout dépendra du dollar américain qui baisse depuis plusieurs séances et n'arrive pas à se reprendre, mais attention, une réaction de ce dernier pourrait tout de même intervenir. Et puis le riz continue sa hausse tranquille. Le riz qui a touché hier ses plus hauts de la semaine dernière à 11,03. Tant que les cours du riz seront soutenus par la moyenne mobile à cette séance, les cours du riz seront haussiers. Donc pour ceux qui sont dessus à l'achat notamment, vous pouvez continuer de regarder cette moyenne mobile à cette période. Tant qu'on est au-dessus, la tendance est fortement haussière. Si on venait à la casser, alors il faudrait faire attention. Et puis j'en parlais ce matin sur Twitter, le jus d'orange. Alors le jus d'orange, je vous en ai parlé il y a quelques séances. J'attendais de voir si les cours du jus d'orange allaient revenir sur la zone support des 116. C'est une zone qu'on avait testée en janvier et en mars dernier sur le jus d'orange. Suite au double test des 116, on était reparti ici en mars et on avait suivi ce mouvement haussier qui avait duré à peu près 20%. Depuis, les cours du jus d'orange sont repartis à la baisse et j'attendais que les cours reviennent vers cette zone des 116-120. Malheureusement, les cours depuis 48 heures se reprennent très nettement à la hausse. Ils ont pris 10%, on est passé de 121 à 133. Et en fait, en regardant mon graphique un peu différemment ce matin, je me suis rendu compte qu'on pouvait donc tracer une oblique qui passait par tous les plus bas, depuis les plus bas ici de octobre 2015. Et en traçant cette oblique passant par les plus bas, j'ai donc remarqué qu'on avait touché ici une zone de soutien. Alors comment faire quand on a raté une zone de soutien et qu'on voit les cours repartir à la hausse? Eh bien potentiellement on peut attendre une consolidation éventuelle des cours de nouveau vers le support avant un éventuel redémarrage haussier. C'est en tous les cas une des solutions qui s'offre à ceux qui voudraient mettre à profit la hausse du jus d'orange tant qu'on sera au-dessus de cette oblique. Si on revient vers l'oblique et qu'on la casse, les vendeurs gardent la main. Si on revient vers l'oblique et qu'il y a une belle réaction des cours, alors les acheteurs montreront leur présence et ça intéressera peut-être certains d'entre vous. Et puis on va passer sur les devises. Donc sur les devises, on peut constater la forte chute du dollar index qui continue. Le voici, le dollar index qui est à 92 points. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 séances d'affilée, 7 séances d'affilée que le dollar index chute. C'est cette forte chute du dollar index qui a permis à la livre de faire de nouveaux plus hauts annuels contre le dollar, à l'AUD d'être soutenu malgré la baisse de taux. C'est cette forte chute qui a été engendrée notamment par la baisse de l'USD-Yen. C'est cette pression sur le dollar américain qui a permis à l'euro-dollar de dépasser les 1,15. Tant que le dollar américain ne se reprendra pas, les matières premières et les paires de devises en dollars profiteront d'un certain soutien. Si à n'importe quel moment, vous voyez que par exemple suite à des chiffres américains, on a une reprise du dollar américain et qu'il se raffermit, alors cela pourrait peser sur l'ensemble des paires en dollars et l'ensemble des matières premières. Voilà. On a donc l'USD-Yen qui continue de chuter. On a cassé l'oblique qui passait par tous les plus bas qui avait permis une petite réaction des cours hier. On est toujours dans une tendance baissière. Tant qu'on casse des supports, les supports se transforment en résistance. Donc vous voyez ici le support, je vais le mettre en résistance. Si et seulement si on a une réaction à un moment des cours, on pourrait avoir une stabilisation du dollar américain. En attendant, tant que c'est baissier, ce sera sous pression. Alors attention néanmoins pour ceux qui sont en position sur les paires en yens
car étant donné que de plus en plus d'officiels s'alarment de ce qu'il se passe sur le yen, eh bien à tout moment la BOJ pourrait intervenir en dehors de ses réunions habituelles. La BOJ pourrait, tout comme il y a 3-4 ans, intervenir directement sur le marché d'échange et engendrer une hausse de 300 à 500 points de la paire USD-Yen en l'espace d'une heure. C'était une technique qui était usitée par la BOJ lorsque les spéculations sur le yen étaient trop fortes il y a quelques années. Je ne serais donc pas étonné de la voir réitérer ce type d'opération. La livre, on en parlait il y a quelques instants, casse sa résistance puisqu'elle profite du mouvement baissier sur le dollar américain. Tant que le dollar sera baissier, les paires en dollars en profiteront. Tant que la livre tient les résistances qui deviennent support, elle peut continuer de s'apprécier en direction des fameux 1,50. Souvenez-vous, la livre, je vous en ai parlé pendant 2 mois lorsqu'on était sur la zone des 1,40 et je vous disais, la livre tient bien, et s'il n'y avait pas de Brexit, et puis le dollar est sous pression, alors en données mensuelles, si les 1,40 tiennent, eh bien, que pourrait-il se passer? Et nous avions entrevu déjà il y a 1 mois et demi que la livre, si elle n'accélérait pas sous 1,40, pouvait très bien remonter en direction des 1,50. Le NZD retrouve ses plus hauts annuels, il est toujours recherché et en tendance haussière. Le NZD profite également de la baisse de taux en Australie qui rend le dollar australien moins attractif et donc les investisseurs de la zone Asie qui sont sur des monnaies des antipodes, donc le dollar néo-zélandais et le dollar australien, auront tendance à sortir un peu du dollar australien et à renforcer leur position en dollar néo-zélandais. C'est ce qui explique donc que le dollar néo-zélandais retrouvait ce matin ses plus hauts. Attention néanmoins, comme je vous le disais, on est bien monté sur les paires en dollars. Le dollar chute depuis 6-7 séances consécutives. Donc attention à ne pas aller trop vite en besogne. Quand on s'approche des supports, la paire est réactive et part à la hausse, mais quand elle retrouve ses zones de résistance, elle peut aussi se replier. Donc attention en général, c'est pour ça que j'ai utilisé en fait le titre du jour, le dollar au centre des attentions, car l'euro, la livre, l'AUD, le NZD se sont bien appréciés ces dernières semaines contre le dollar américain. À tout moment, si ce dernier réagit, eh bien, il pourrait y avoir un retour de flamme. En attendant, pour le moment, il n'y a pas de retour de flamme sur l'euro. Les acheteurs sont passés en force. Je vous avais montré hier les 1,15 et je vous avais dit que si on les passait en force, donc les acheteurs auraient la main et qu'on pourrait continuer de s'apprécier rapidement. J'avais fait le parallèle justement avec ici la forte hausse du mois d'août dernier. Lorsque l'euro-dollar avait cassé les 1,15, il était allé très rapidement à 1,1720. Donc pour le moment, l'euro-dollar est haussier dans une tendance de moyen terme haussière. Vous pouvez voir qu'il a un rythme de progression comme ça depuis plusieurs mois qui est haussier. Alors par contre, je regarde juste une chose. Voilà. Vous pouvez tracer en fait un canal qui passe par les plus bas et vous pouvez le reporter au plus haut. Et vous voyez qu'on va arriver potentiellement ici dans une zone de prix d'importance. Donc je ne dis pas qu'il faut se mettre à l'achat sur le dollar qui ne fait que chuter et vendre l'euro qui est en une fusée qui part tout droit vers le nord depuis plusieurs séances. Ce que je dis, c'est que le dollar est au centre des attentions actuellement, que la BOJ peut intervenir à tout moment sur l'échange et faire remonter l'USD-Yen et donc faire remonter le dollar mécaniquement. Si le dollar remonte mécaniquement, ça peut peser sur les matières premières comme le pétrole qui est sous son haut de canal, comme l'or qui est sous les $1 300, et puis ça peut également peser sur des paires comme la livre et l'euro qui s'apprécient fortement ces dernières séances et qui arrivent ici dans des zones de résistance majeures. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors maintenant, Jean-Jacques me dit qu'il voit une ETE sur le 440 en données mensuelles. Effectivement, Jean-Jacques, j'ai déjà parlé de cette configuration en ETE. Je l'ai posté encore la semaine dernière. Je me souviens pour un journaliste de BFM. Donc on met le CAC en données mensuelles et on voit ici que on a un support à 4000 points. On a, hop, non pas en semaine, en mois, voilà.
Et vous voyez donc ici une épaule, la tête, la seconde épaule potentiellement en formation. Et si on casse la ligne de coup de cette ETE qui est vers 4000 points, l'objectif théorique c'est 5002 à 4000, ça fait 1200 points de baisse, ça donne à peu près 2800 points. Et les 2800 points sur le CAC, ce sont les plus bas de 2009 et les plus bas de 2011. C'est donc une zone théorique d'achat de très long terme. Donc, vous qui me connaissez bien, vous savez qu'en analyse technique, je suis factuel, j'attends des signaux. En début d'année, j'avais justifié la baisse des marchés par les fondamentaux. Depuis 2-3 mois que les marchés remontent, eh bien, je vous ai expliqué qu'on avait beaucoup de chances de repartir à un moment à la baisse puisque les fondamentaux se dégradaient, les résultats d'entreprise se dégradaient, les banquiers centraux perdaient la main sur les marchés. Pour le moment, depuis 2-3 mois, on est dans un processus de rebond technique. On est repassé de 3900 à 4006-4007, la grosse zone de résistance qui correspond au gap annuel de début d'année. Pour le moment, les marchés tiennent et vous voyez qu'on teste une zone actuelle de support qui pourrait permettre une remontée potentielle des cours vers les plus hauts récents. Mais à moyen long terme, que ce soit ce biseau ici en orange dont on pourrait sortir par le bas, que ce soit l'ETE mensuel dont on vient de parler, eh bien, ce sont des figures techniques qui présagent de potentiels forts dégagements. Néanmoins, il faudra valider cela par des fondamentaux et cela n'est pas encore le cas pour le moment. Christophe dit « Bonjour, pour le SP500, pouvez-vous répéter votre projection vis-à-vis de la figure d'élargissement ?» Alors, ce que j'expliquais en fait, Christophe, c'est que tant qu'on était dans la figure d'élargissement, on pouvait y faire une nouvelle rotation. De la même façon qu'on est dans un biseau ascendant sur le CAC 40 et qu'on est dans une figure d'élargissement sur le SP500, tant qu'on reste à l'intérieur de ces figures, on peut y faire des rotations. Donc tant que le SP500 tient sa zone de support ici, il peut remonter en haut de sa figure d'élargissement. Si le SP500 casse sa figure d'élargissement, alors on prend la hauteur de la figure ici, qu'on reporte à la baisse là. Et ça donne une projection dans la zone des 1980-2000 points sur le SP500. Donc on a eu un mouvement haussier fort pendant 2 mois, on a une consolidation depuis 10 jours. Si cette consolidation devient plus forte et se transforme en correction, on a des risques de perdre 3 à 4%. Tant qu'on tiendra par contre cette zone de prix, on peut tout aussi bien continuer de monter en crabe dans le sens de la dynamique haussière. Donc voilà pour les projections. Jordan nous dit bonjour Nicolas, pour expliquer la belle reprise du jus d'orange, tracer une oblique qui passe par les derniers plus hauts jusqu'au récent plus bas. Donc je pense que c'est ce que j'ai fait, mais je vais vérifier. Et puis Jean-Louis dit forte hausse du jus d'orange qui a bien rebondi sur le SOH. En 2 séances, on se dirige vers le haut de la résistance oblique baissière. Bah, c'est bien, je vois que vous êtes plusieurs à suivre le jus d'orange, vous êtes plusieurs à suivre les matières premières. Ça veut dire que j'ai réussi ma mission de vous inviter à vous diversifier. Alors que me disait Jordan? Pour expliquer la belle reprise du jus d'orange, tracer une oblique qui passe par les derniers plus hauts jusqu'au récent plus bas. Alors, est-ce que vous voulez que je trace ceci, en fait? C'est très beau. En fait, on a une conjonction d'obliques, de soutien. On a l'oblique de moyen long terme qui passait par tous les plus hauts ici, dont on s'était servi ici. On a en plus de ça l'oblique ici qui passait par tous les plus hauts, qui rejoint les cours là, et en plus on a l'oblique qui passe par les plus bas. Donc on a un cluster, c'est un regroupement de supports. Ici ce sont des supports obliques, baissiers ou haussiers, et donc c'est un magnifique point de contrôle que l'on voit ici dans la zone des 120-122 sur le jus d'orange. Donc si les cours venaient à consolider suite à la forte hausse des 48 dernières heures, eh bien, on verrait s'il n'y a pas un support à éventuellement mettre à profit. Voilà, eh bien, bonjour Noël, très content de vous avoir vu. Bonjour, je passe le bonjour à tout le monde. Je vous remercie d'avoir été présent pour cette matinale. Merci à ceux qui suivent le jus d'orange et qui sont là pour m'avertir quand je ne vois pas certaines configurations.
Je pense qu'on a fait un point complet sur tous les marchés. Faites attention, le CAC et le DAX ne sont pas très beaux, mais ils approchent de supports majeurs. Si on les casse, on passe en marché correctif baissier. Si on les tient, ça peut rebondir. Attention aussi sur les matières premières et sur les monnaies. Le dollar vient de baisser pendant 7 séances consécutives. Une réaction pourrait ne pas tarder. Voilà, sur ce, je vous souhaite un très bon appétit, une bonne séance, une bonne journée, et puis je vous retrouve sur Twitter. Vous pouvez retrouver aussi nos analyses et nos émissions enregistrées sur le site de CMC Markets dans la rubrique Actualité et Analyse. Et puis au quotidien, dans la journée, vous pouvez me retrouver notamment sur Twitter, que j'utilise pour publier des graphiques toute la journée. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ensoleillée et je vous retrouve demain matin 10h tapante pour la matinale.